Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour des recommandations lecture spéciales été et surtout chaleur. J'ai 5 livres à vous présenter, ils sont juste à côté de moi. Et j'ai un livre dans ma pile à lire qui, je pense, rentre dans cette thématique, ou en tout cas, c'est ce que me donne la vibe du livre. Le premier est assez évident, il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Ici, c'est les anciennes éditions, donc c'est Joël Losfeld édition. Et cette traduction, c'est Christophe Mercier. Je n'ai pas lu cette édition parce que j'ai préféré écouter et lire en e-book la version de chez Gallmeister, traduite par François App, parce que j'avais trouvé sa traduction très bien déjà dans Betty. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut, mais je sais que Oriane de la chaîne Misère Pourpre l'a lu dans cette version et elle a apprécié la traduction. Donc voilà, comme ça vous êtes informés. Pour vous faire un rapide résumé, ici on est dans les années 80 dans l'état de l'Ohio et le procureur de la ville de Breathitt, c'est Autopsy Bliss, et il va mettre une petite annonce dans le journal en invitant le diable à se rendre dans la ville. Et le lendemain de cette annonce, ou quelques jours après, je ne sais plus exactement, il y a un petit garçon noir aux yeux verts, vert émeraude, qui arrive et qui se présente comme le diable. Et va s'en suivre du coup cette entrevue avec lui et plein d'événements vont se passer dans ce village. Et ce qui est très marquant, c'est que la chaleur a une part entière dans le récit. C'est vraiment un personnage vraiment incarné et qui fonctionne très bien pour la thématique que j'ai donnée à ces recommandations. Si jamais vous avez envie de le lire, soyez avertis parce qu'il y a quand même pas mal de trigger warning. Il y a du racisme, beaucoup de racisme très décomplexé. Évidemment, c'est de manière dénoncée, mais bon, c'est quand même très présent. Il y a de la violence sur animal, il y a différentes violences physiques et violence morale aussi. Il n'y a pas de violence sexuelle, mais il y a quand même pas mal de violence. Après, c'est un écrit de Tiffany McDaniel. C'est une autrice qui parle beaucoup de violence et qui dénonce les violences dans ses romans. Donc voilà, c'est assez commun, donc soyez prévenus. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est notamment le personnage du petit garçon noir qui s'appelle Sal. C'est un personnage très intriguant. Il a des réflexions hyper intéressantes parce que du coup, là, je vous ai pas précisé, mais on est du point de vue de Fielding. C'est un petit garçon de 10 ans, c'est l'un des fils d'Autopsy. Et Sal, le petit garçon, a 10 ans également. Et donc, forcément, Fielding et lui vont être très souvent ensemble. Et donc, Sal, il a des réflexions hyper pertinentes sur la vie de manière générale. C'est poignant parce qu'il y a une certaine poésie qui se dégage tout au long du récit, notamment avec les fleurs. Il y a un passage en particulier qui m'a vraiment marqué où il y a une scène de violence et juste après, on a une scène très douce ou l'inverse, je sais plus exactement. C'est une scène très douce qui montre à quel point ce petit garçon fait preuve de gentillesse et d'empathie envers les personnes qui les entourent. Et il y a une espèce de revers de la médaille où en fait tous les habitants sont pris un peu d'une espèce de folie commune à cause de la chaleur qui règne tout au long de cet été parce que ça se passe que sur un été. Et en fait, la chaleur est tellement écrasante que ça écrase aussi leur cerveau. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça fait fondre leur cerveau. Ils font des actes ignobles sous couvert de « nous, on est dans la parole de Dieu », entre gros guillemets. Et il y a vraiment ce côté un peu twisté de chaleur écrasante, un peu à la manière de... Ouais, en fait, des chaleurs étouffantes qu'on peut vivre pendant l'été et ça altère la conscience des gens de ce village. J'ai beaucoup apprécié ce titre. Je pense plus a posteriori, j'ai encore plus apprécié que durant ma lecture, enfin durant mon écoute, parce que je l'ai principalement écouté. J'en garde un fort souvenir, vraiment. C'est assez inhumain la façon dont on traite certains des personnages. Comme pour Betty, ça oscille entre la poésie, la douceur et la violence. Vraiment, ces deux pans qui se répondent et je trouve que c'est parfaitement bien écrit, parfaitement bien exécuté et traduit par François App. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce que vaut cette traduction. Je vous invite vivement à découvrir ce titre si ce n'est pas encore fait et d'autant plus pendant les chaleurs écrasantes de l'été. Le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est pas forcément un roman où il y a particulièrement de la chaleur, mais c'est plus moi personnellement qui l'associe à ça parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et j'y allais plus régulièrement en été puisqu'il s'agit de Terra Fria de Ana Maria Torres. C'est un livre qui traite du nord du Portugal, c'est là d'où viennent mes grands-parents.
parce que du coup je suis d'origine portugaise. J'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais au cas où vous ne le sachiez pas, voilà, mon papa est portugais, mes grands-parents sont rentrés au Portugal quand j'avais à peu près 3-4 ans. C'est un livre qui m'a procuré énormément de bons sentiments et de beaux souvenirs, malgré le fait qu'il y a des moments où ça m'a attristée un petit peu parce que l'un des personnages de l'autrice parle des campagnes portugaises et du fait qu'elles sont un peu plus chaque année désertées parce que les jeunes actifs préfèrent aller dans des grandes villes plutôt que dans les villages, notamment pour des raisons économiques. Et donc la population vieillit et les petits villages tendent à disparaître avec leurs habitants. Donc voilà, ça m'avait fait un peu mal au cœur, mais c'est la réalité. Voilà, comme le village de mes grands-parents, la moyenne d'âge est assez élevée et il y a peu de personnes qui viennent s'y installer parce que effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire à part le travail de la terre. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de le lire, ça m'a apporté beaucoup de souvenirs et de douceur que j'associe aussi à l'été parce que quand j'y allais, c'était plus régulièrement l'été. Donc je vous invite vivement à le lire si jamais vous ne connaissez pas le Portugal, que vous voulez le connaître un petit peu. C'est une bonne porte d'entrée et notamment sur le nord du Portugal puisque moi c'est ce que je connais. Et je trouve que c'est très bien décrit, ça parle des oliviers, ça parle des figues, voilà, moi ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, ça m'émeut un petit peu quand j'en parle à chaque fois, mais vraiment c'est des souvenirs qui sont très doux et qui sont vraiment ancrés, donc voilà. Je vous ai même pas parlé du résumé, mais je préfère vous le lire pour que vous sachiez de quoi ça parle. Dans un village du nord du Portugal se jouent le destin et les souvenirs de deux jeunes femmes. L'une part, l'autre revient. Les saisons se succèdent et se ressemblent dans cette terre pétrie de croyances et de traditions. Une terre de liberté, de transmission et de poésie, derrière une montagne qui révèle un pays caché, secret, différent. Une tela fria où la promesse de retour estompe la saudade. Un récit délicat où la subtilité de l'intime touche à l'universel. Et une petite citation du livre juste ici, où c'est écrit « Il faut voir les oliviers en été, quand le ciel est d'un bleu qui perce les pupilles, et la terre aussi ocre que le soleil. Une providence d'ombrage où le vent souffle à peine, une caresse sur des épaules endolories par l'effort. » Et c'est ça que je veux vous dire. Il y a ce côté de chaleur de l'été parce que quand on est sous la chaleur des oliviers, enfin sous l'ombre des oliviers, mais il fait toujours chaud. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce roman qui est très court. Il fait moins de 100 pages si je dis pas de bêtises. Et vraiment, c'est une maison d'édition où j'ai envie d'en découvrir plus. C'est La Grange Batelière, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Lisez ce titre, je trouve qu'il faut vraiment le mettre en avant parce que ça reflète vraiment toute l'essence du nord du Portugal, parce que je précise toujours nord du Portugal parce que c'est de quoi parle le livre et que je ne connais que le nord du Portugal. Bref, j'ai beaucoup annoté, enfin en tout cas plié les pages, ce que je fais assez rarement. Et là d'autant plus, j'ai aussi surligné des passages. Mais là c'est les figues dont je vous parlais. À l'heure du départ, le souvenir a toujours un goût de figue salée. Voilà, les figues c'est très important dans la culture portugaise et en tout cas chez mes grands-parents. Voilà. Le troisième roman que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, un édition Orlevent, encore une fois. Ici, on est en été 1954 à Lyon. On va suivre la famille Bellamy et notamment le point de vue d'une des petites filles de la famille. C'est une famille qui est très puissante dans la région, qui vit pour des grandes réceptions, qui a un côté très faste, mais il y a un côté aussi très sombre parce que dès le départ, on sait qu'il va y avoir un meurtre. C'est l'ouverture du roman, je vous spoil absolument rien. On sait qu'il y a un meurtre, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui l'a fait, et tout va être très brumeux tout au long du roman. On va avoir des petits indices, il y a des changements de point de vue qui vont nous faire... ça va nous triturer la cervelle pour savoir qui a fait ça, qui est mort. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la gestion de la tension. Il y a une tension latente tout au long du roman entre les différents membres de la famille Bellamy et aussi les différents membres du personnel, toutes les petites mains qu'on ne voit pas, mais qu'on suit dans ce roman-là aussi. Et je trouve que ça fait un beau parallèle et les tensions se mêlent, se démêlent. Et il y en a de nouvelles qui se créent et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien joué de la part de l'autrice de mêler ça à la météo. Parce qu'en fait, la chaleur est écrasante, un peu comme dans L'été tout à fond nu, c'est assez insoutenable, mais en même temps, l'orage arrive. Et au moment culminant du récit, où la tension est la plus forte, l'orage éclate et
tout se révèle et vraiment j'ai trouvé que cette gestion de la tension était extrêmement bien faite. Je vous en parle aussi parce qu'il y a le deuxième tome qui va sortir dans quelques jours. Il y a eu les précommandes il n'y a pas très longtemps, j'y ai pas participé, mais j'ai très envie de découvrir du coup le deuxième tome parce que j'ai trouvé que c'était excellent. J'ai également beaucoup aimé les personnages, les différentes petites filles. Attendez que je vous dise pas de bêtises. En plus de ça, il y a un arbre généalogique. Et du coup, les 4 petites filles, c'est Gabrielle, Hortense, Adèle et Éléonore. C'est les 4 petites filles qu'on suit le plus. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié les différents personnages parce que de prime abord, c'est une famille assez unie qui a quelques tensions latentes, mais c'est une famille avec de l'argent, qui fait des belles fêtes, etc. Mais plus on avance dans le récit, plus le vernis craquelle et on découvre toutes les espèces de petites machineries, de petites manigances qui se passent. Et vraiment, c'était un tome, enfin, du coup, c'est un livre parce que je n'ai pas lu la suite, qui est excellent en termes de gestion de rythme. Et vraiment, comme je vous disais, la météo et la chaleur fait vraiment partie du roman. Et j'ai énormément aimé. J'ai hâte de lire la suite. Le quatrième roman que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Ici, je l'ai en espagnol aux éditions Belin Éducation, mais il est traduit en français sous le titre Chocolat amer. C'est un titre d'une autrice mexicaine et pour vous en parler, je vais lire le résumé au dos. Tita, cuisinière hors pair, nous prépare un repas d'exception. Tout au long de ses recettes aux ingrédients aussi variés que l'amour, la jalousie, la folie, la révolution ou encore la famille, découvrez son histoire qui mêle douleur et passion, mais aussi tradition et savoir-faire gastronomique. Parsemée de croyances millénaires et d'une pointe de magie, cette histoire d'amour impossible ne vous laissera pas sortir de table indemne. C'est un roman qui parle de famille, de cuisine, d'amour et d'amour impossible, comme c'est écrit dans le résumé. C'est un roman que j'ai énormément aimé, d'autant par la forme que par la langue dans laquelle je l'ai lu, puisque je l'ai lu en espagnol. Quand je vous dis que j'aime la forme, c'est par rapport au chapitrage, parce que chaque chapitre correspond à un mois de l'année et également à une recette attitrée. Par exemple, là on a le mois de janvier avec Enero, tortas de Navidad, c'est des tourtes de Noël. Avec ensuite on a les ingrédients et le mode de préparation. Et en fait tout le mode de préparation c'est le chapitre. Et on a vraiment la façon de préparer au départ. Là par exemple la première phrase c'est l'oignon doit être haché finement. Et après, on a aussi la présentation des personnages. Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien réalisé en termes de forme. Et on a ce côté de magie, du coup, de réalisme magique. Parce que vraiment, Tita met tellement de son cœur et de son âme que ça s'incorpore dans la recette. Et ça nous est présenté comme ça dans le livre et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Je lis assez rarement de réalisme magique, mais là j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça m'a aussi rappelé le moment où j'ai vécu au Mexique. Je n'ai pas goûté toutes les spécialités, mais ça m'a replongé là-dedans. Et quand je vous parle de chaleur, c'est aussi un peu parce que le Mexique, c'est un pays où il fait chaud. Je voulais aussi vous remettre en avant ce titre que j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai fait un peu insérer comme ça. Ouais, voilà, je sais plus exactement si on parle de chaleur, mais c'est le Mexique, j'estime qu'il fait beau, donc je peux vous le présenter. En tout cas, si vous connaissez pas cette autrice, je vous invite vivement à la découvrir. J'ai également vu que c'était adapté en série sur Prime Video, je crois que c'est sur Prime que c'est disponible. Si je me trompe, je l'écrirai à l'écran. Si vous avez envie de voyager au Mexique et dans la culture mexicaine, vraiment lisez ce livre, ça va vous donner très faim parce qu'il y a tellement de recettes qui donnent trop envie. La cuisine mexicaine est excellente. J'ai tellement aimé manger là-bas, à part quand ils mettaient du piment partout et que mon palais de petite française n'était pas habitué. Mais autrement, la cuisine est extrêmement bonne et donc ça va vous donner beaucoup faim, vraiment, ça va vous donner très faim. Vous allez en apprendre aussi pas mal sur la culture mexicaine et cet effet de réalisme magique, il est un petit peu présent tout le temps au Mexique par rapport typiquement à la fête des morts, le Dia de Muertos, c'est quelque chose qui est très ancré et qui est très un peu magique, je trouve. Vraiment, lisez ce livre, découvrez-le si ce n'est pas encore fait. Je trouve que Laura Esquivel écrit extrêmement bien. Le dernier de cette vidéo que j'ai lu et que j'ai envie de vous présenter, il s'agit du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Là aussi, c'est encore un peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que ça passe puisque ça prend place à Marseille et que c'est un marin. Donc, Marseille, il fait tout le temps beau. Les marins, ils sont sur l'eau et en général, il fait beau.
Est-ce que c'est tiré par les cheveux? Peut-être, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Pour vous parler très brièvement du résumé, ici on est en 1885 à Marseille, au début du récit. On est avec Edmond Dantès, c'est un marin qui revient d'une expédition, donc il revient à Marseille, il est promu capitaine, donc tout va bien pour lui, il va se marier avec la femme de sa vie, avec l'amour de sa vie, mais le jour de son mariage, pile au moment où il va dire oui à sa bien-aimée, il se fait arrêter par la police parce qu'il est soupçonné de bonapartisme et donc il va se faire enfermer au château d'If pendant des années et des années. Et durant sa captivité, il va faire la rencontre d'un certain abbé et lui, il va fomenter toute une vengeance dans sa tête pour se venger des personnes qui lui ont fait du mal et qui l'ont mis au trou pendant des années et des années pour aucune raison. Je pense que vous connaissez vraiment bien l'histoire, d'autant plus qu'il y a eu un film dont on a beaucoup parlé l'année dernière avec comment il s'appelle, Pierre Ninet. Je l'ai vu, il est plutôt pas mal. J'ai pas accroché à tout ce qui était fait, mais notamment la fin. J'ai pas aimé les façons dont ça a twisté le truc. Bref, je vais pas m'étaler 107 ans, mais je l'ai terminé il y a peu, puisque j'avais lu la première partie, parce que moi, mon édition est découpée en deux tomes. Le deuxième est là. Voilà, parce que c'est un roman de 1600 pages, moi si je réunis les deux en poche. Voilà, j'avais lu le premier tome quand j'étais encore sur Marseille et un an après j'ai lu le deuxième. En vrai c'est mieux si vous les lisez à la suite et vous faites pas comme moi, parce que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur malheureusement, mais je reconnais que c'est un très bon livre et qui va... qui a une place particulière dans mon cœur parce que je l'aime beaucoup. Bref, je trouve qu'il fonctionne bien en termes de chaleur et d'été parce que, comme je vous dis, ça se passe à Marseille. On est très souvent sur des bateaux, on va voyager un peu aussi en Italie, on parle d'un pays où il fait chaud aussi, on parle arabe mais je ne me souviens plus quel est ce pays, je ne sais même pas si on le nomme. Mais bon, bref, ça se passe très régulièrement dans des endroits où il fait chaud, donc j'estime que ça fonctionne bien dans cette thématique de vidéo, dans ces recommandations. Et c'est un roman très facile à lire, très facile pour un classique, c'est ça que je veux dire, parce que c'est un roman où il se passe énormément de choses tout le temps. En fait, il y a tout le temps de l'action, malgré le fait qu'il est très épais et qu'il peut faire peur comme ça. Déjà, si vous voulez la version audible sur Audible est très bien, le lecteur est vraiment très bon, donc si jamais ça peut vous aider de le lire de l'écouter, il est très bien, la version audio est très bien. J'en ai marre de tenir les deux, donc je vous en tenir qu'un. Voilà, donc il se passe énormément de choses, c'est un vrai roman de cap et d'épée, c'est une toile de vengeance extrêmement élargie, tellement étendue. J'ai trouvé que c'était très intelligemment fait. Edmond Dantès est pas le personnage idéal parce qu'on lui a fait du mal et qu'il a vraiment envie de se venger, donc il est vraiment un peu noyé dans sa vengeance et du coup il part un peu parfois sur des côtés sombres, donc c'est pas des personnages tout blancs ou tout noirs. Edmond est un personnage assez gris que j'ai beaucoup apprécié dans toutes ses facettes. J'ai vraiment aimé cette toile de vengeance qui est absolument incroyable, donc voilà, si vous aimez des romans où les gens se vengent, Le Comte de Monte Cristo est fait pour vous. Et le tout dernier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est un livre que je n'ai pas encore lu. C'est Un long, si long après-midi de Inga Vesper, qui m'a été offert par Lucie. J'ai encore son petit mot juste là. Je suis très contente. Je sais plus de quoi ça parle, mais là je viens d'apercevoir Soleil californien. Donc je pense que ça passe dans ces recommandations. Et vu que je me souviens plus du résumé, je vais vous lire la quatrième. Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer, pourtant, s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. Donc j'ai l'impression que c'est un roman féministe et qui se passe sous le soleil californien. Donc franchement, en plus cette couverture fait vraiment très été, très estival. On sent la chaleur, non ? Ou c'est juste moi? Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et me donner votre avis, sans spoiler s'il vous plaît. Parce que voilà, j'ai envie de le découvrir un peu comme ça. Je trouve que il fait un peu roman de plage qui se dévore justement en une après-midi. Je pense que ça peut être le cas parce que, je sais pas, ça a l'air d'être un roman un petit peu policier où on a envie de savoir ce qui se passe. Il fait
400, ouais, 420 pages. Donc je pense qu'il peut se lire aussi assez vite. Donc voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a l'un de ces livres qui vous donne envie. Si jamais vous les avez lus aussi, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Et voilà, j'espère que vous aimez ces petites recos. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à me l'écrire également. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!